Ibrahim Boubacar Keïta, ils sont nombreux ces défis, mais le Mali aura-t-il le temps de se réformer? Parce que pour cela, il faut de la stabilité. Pour l'instant, eh bien, ce sont les forces étrangères qui l'assurent. Que se passera-t-il quand ce ne sera plus le cas? Nos invités accompagnent notre réflexion ce soir. Alors, l'une des questions centrales pour la stabilité du pays, c'est la question des Touaregs. Comment est-ce que M. Keïta compte s'attaquer au problème? Mais dans son programme, enfin, il a dit dans son discours de lancement qu'il va réconcilier, c'est-à-dire la première priorité, c'est la réconciliation nationale. Ça se passe par l'organisation des assises, et très très bientôt, qui va réconcilier tous les Maliens. Je dis bien tous les Maliens. Mais est-ce que les Touaregs vont accepter de participer à ces discussions? Oui, mais bien sûr, ils vont accepter. Mais oui. Oui, vous savez, d'après les accords de Ouagadougou, il y a dans les 3 mois des discussions qui vont s'engager, notamment entre le MNLA, le Mouvement national de libération de l'Azawad, et le gouvernement malien. Et puis, il y a toute la reconstruction, voire la construction, parce que ça fait 30 ans et plus que l'argent, notamment les investissements étrangers, se perdent dans les sables. Dans le nord, sans doute vous connaissez bien mieux que moi, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'infirmerie, il n'y a pas de route, donc il faut tout recommencer à zéro. Mais est-ce que ces accords de Ouagadougou vont être appliqués? On a l'impression que c'était plutôt des accords qui permettaient d'organiser cette élection. Sous forte pression internationale, certainement. Et puis moi je voudrais dire juste quelque chose, je ne suis pas du tout l'avocat des Touaregs, mais ils cherchent un foyer national et ils sont quand même dans 5 pays. Pour eux, le Mali n'est qu'une partie du problème, et Kidal, cette petite cité-État de 30 ou 50 000 habitants, est vraiment symbolique. C'est quelque chose qui touche beaucoup l'opinion nationaliste, mais en soi, ce n'est qu'une partie d'un problème régional. Est-ce que réellement, il y a une volonté indépendantiste de la part des Touaregs? C'est pas l'impression qu'on en a? Moi, je vais vous dire, je pense que le principal problème, ça va être de réconcilier les Touaregs entre eux. Ce que j'ai découvert en arrivant à Kidal, c'est qu'il y avait effectivement un certain nombre de gens qui étaient clairement aux côtés du MNLA, avec alors un discours qui a varié. Au début, c'était l'indépendance, après, c'était l'autonomie, et puis après, c'est les accords de Ouagadougou. Et qu'est-ce qu'on va demander aux accords de Ouagadougou? On ne sait pas trop pour le moment, mais voilà. Ça, c'est une partie de la population touareg. L'autre partie de la population touareg, clairement, s'est affichée en faveur du rattachement, enfin de rester malien. Oui. Il faut quand même savoir que les hommes de l'armée malienne qui ont été en première ligne, en tête, aux côtés des forces françaises au moment de la libération des grandes villes, c'était des troupes touaregs. C'était des troupes touaregs dirigées par le colonel Gamou, qui avait fait défection, qui s'était réfugié au Niger avec ses hommes après le coup d'État, au moment où il a compris que la guerre était terminée en quelque sorte, et qui a attendu patiemment au Niger avec ses hommes pendant 1 an de pouvoir revenir. Et aujourd'hui, les hommes que vous voyez patrouiller dans le nord, beaucoup d'entre eux sont des hommes de ce bataillon Touareg, qui est un des premiers qui a été d'ailleurs professionnalisé et formé par l'Union européenne depuis l'intervention. Ce que l'on comprend, donc, ce sont ces divisions. On a des divisions et qui commencent, et ça c'est relativement inquiétant, qui commencent à tourner à des divisions entre différentes tribus, entre différents centres d'influence, entre différentes personnalités. Comment peut-il y avoir dialogue ensuite avec l'État? C'est bien le problème. Voilà. C'est bien le problème, c'est qu'il faudrait d'abord que les Touaregs puissent présenter un front uni, si vous voulez. Et la question est beaucoup plus complexe qu'on ne veut le faire penser quand on parle de MNLA interlocuteur de l'État. Le MNLA n'est évidemment pas le seul interlocuteur de l'État, et on n'a aucune idée de la représentativité du MNLA. Clairement, des gens s'affichent en sa faveur, mais quels sont ceux qui ne s'affichent pas et quels sont ceux qui pensent autre chose? Pour le moment, c'est très très difficile de déterminer ça. Comment M. Cissé pense-t-il qu'il faille aborder ce dossier? On a beaucoup parlé de décentralisation du pouvoir, entre autres, pour pouvoir être sur place et avoir une présence de l'État plus forte dans ces zones. Oui, c'est vrai qu'il faut la présence de l'État dans ces zones-là, mais je pense que, comme elle disait, il faut d'abord une réconciliation au sein même de la communauté Touareg. C'est très important. Après cette réconciliation au niveau régional, il faut voir au niveau national. Le défi est quand même énorme pour le président Ibrahim Boubacar Keïta, qui a axé toute sa campagne sur cette partie du nord du Mali. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, le candidat Soumaïla Cissé a dit qu'il faut rassembler les Maliens et Maliennes. Ça ne peut que passer par les rassemblements et aller dans les dialogues
avec cette partie-là du Mali qui, comme le disait, la majorité silencieuse, elle est là. Ce n'est pas les Mélénas. Les Mélénas n'est qu'une frange de cette majorité-là. Donc aujourd'hui, c'est de faire en sorte que toutes les Maliennes et tous les Maliens puissent se retrouver et dialoguer. Parce que ce que l'on comprend, c'est que de la stabilité du Nord dépend la stabilité de tout le pays. C'est là qu'est le cœur du sujet. Oui, mais je pense qu'aujourd'hui, on est obligé d'aller vers cette réconciliation nationale. Et je pense que les Mélénas, que ce soit les Mélénas ou les autres franges de la communauté Touareg, feront les jeux pour que vraiment on puisse se retrouver et voir où sont les failles. Si c'est question de moyens, je pense qu'il y a toujours des moyens qui ont été envoyés dans ces localités-là. Contrairement à ce que les gens croient, c'est le nord du Mali a toujours eu les moyens. C'est des moyens qui ont été mal gérés. Souvent, c'est des têtes de cette communauté-là. Effectivement, c'est un débat qu'il y a. C'est vrai qu'on dit que des fonds ont été envoyés dans le nord du pays, mais ensuite ça a été mal redistribué. A été géré par des Touaregs qui étaient soit dans l'administration, dans le gouvernement du Mali, ou qui occupaient des postes stratégiques, soit à côté du président de la République ou du Premier ministre, mais c'était des moyens, des fonds qui étaient là et qui étaient mal gérés. C'était une question de tribus dans cette zone-là. Il n'y a que quelques éléments qui profitaient de cette manne financière. Aujourd'hui, il faut faire en sorte que l'État soit fort et que l'État soit présent dans cette zone-là pour pouvoir vraiment rationaliser toutes ces recettes-là. Michel Gailly, ce que vous me disiez aussi, c'est qu'en fait, les Touaregs veulent être reconnus dans leur identité. Et si le pouvoir malien les reconnaît dans leur identité Touareg, alors là, il y aurait des discussions qui seraient beaucoup plus faciles avec oui, pour cette autant, population. je pense en ce moment, c'est impensable à Bamako. Il y a un nationalisme vraiment récurrent. De même, depuis 1960, il y a aussi, quand même, il faut bien le reconnaître, des révoltes touaregs successives, parfois noyées dans le sang, avec la population civile qui en est victime. Et ce que vous avez dit est tout à fait juste. Il y a toujours eu de tout temps dans l'ensemble du peuple touareg et dans d'autres pays cette segmentarité qui font que certains sont dans l'opposition, d'autres se rallient. Et par contre, il y a une gestion très différente au Niger, où le vice-président est touareg, où les touaregs sont vraiment intégrés dans l'armée, où il y a un vrai développement des régions touareg. Donc là, il y a peut-être un modèle. Il faut dire qu'il y a une population qui est moins nombreuse aussi dans le nord du Mali. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a eu ce désintérêt durant des décennies des autorités de Bamako. Et les Maliens, contrairement à ce qu'on pense ici par rapport aux islamistes, quand j'étais à Bamako, reprochent beaucoup au MNLA, aux Touaregs, d'avoir en quelque sorte ouvert la porte aux islamistes. Donc ils reprochent plus le début de janvier 2012 que la suite, la gouvernance par les groupes djihadistes du nord du Mali. Je voudrais juste dire quelque chose, c'est que l'alliance dont vous avez parlé de l'armée française avec le MNLA et les Touaregs, c'est bien joué militairement, mais c'est quand même une grosse erreur, disons, géopolitique. Et là, on ne s'en rend pas compte. Pourquoi vous pouvez développer ? Oui, parce qu'effectivement, c'est très mal perçu à Bamako. L'armée française, et même Hollande, qui a été très bien accueilli, le président Hollande. Voilà, ensuite, il y a eu quand même plus des réticences, des critiques à mi-voix. Et pourtant, est-ce qu'il ne fallait pas un médiateur pour pouvoir rapprocher... Non, c'est pas ça. C'est que les guerriers, au fond, Touaregs, notamment ceux qui venaient de Libye, qui étaient très, comment dirais-je, adaptés à cette guerre du désert. Vous voyez, ils ont servi un peu de supplétif. Il y a, à l'armée française, il y a un peu des remakes de la guerre d'Algérie, des Djebel, de l'Hydrar, des Ifora. Il y a quelque chose un peu malsain, où la gouvernance, à mon sens, militaire, l'a emporté du côté français, sur la réflexion géopolitique civile. Comment est-ce que l'on peut œuvrer, Monsieur Keïta, avec votre nouveau président, comment peut-on œuvrer pour rassembler ces deux Malis dont on ressent effectivement le clivage? Il semblait effectif à cause de la prise du pouvoir par les islamistes. On comprend bien que ce clivage, en fait, il est beaucoup plus profond au sein de la population. Mais quand vous dites deux Mali, parce que bon, moi je pense qu'il n'y a jamais eu deux Mali, il y a un Mali... Et pourtant, on a l'impression qu'il y a un Mali du Sud qui ne se préoccupe pas du tout du Mali du Nord. Il y a un Mali du Nord qui se sent esselé dans ce Mali. Ça, c'est pas ce que pense Ibeka. Ibeka pense qu'il y a un seul Mali, qui est indivisible. Mais il y a une réalité de la population dont il faut tenir compte aussi. Oui, vraiment, oui. C'est pour ça que je vais rebondir par rapport à la décentralisation. Il y a eu un processus qui a été mis en place en 1992, mais qui n'a pas été appliqué. Parce qu'il y a toujours eu un problème de malgouvernance. Ibeka veut aller plus loin, il veut pousser cette décentralisation-là. Même si des chercheurs comme Pierre Boilet, qui veut vraiment introduire le pacte national, mais Ibeka est prêt pour discuter, pour parler avec tous ces gens-là. Il veut même créer ce qu'on appelle un institut des crises et de prévention. Ça, c'est très important, c'est la première fois. Donc,
tout le monde va être là. Les chercheurs comme peut-être Gali, comme Pierre Boilet ou André Bourgeot, ou votre consoeur qui travaille sur le Nord. Mais alors, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a une volonté politique, bien évidemment, d'unifier le pays, de rassembler le pays. On comprend tout à fait ces mots que vous employez. Néanmoins, on se dit qu'il faut du temps pour faire tout ça, et que ce temps, eh bien, le pays ne l'a peut-être pas. Parce que là, aujourd'hui, Michel Gali l'évoquait tout à l'heure, aujourd'hui, il y a la France qui est présente. Il y a une force étrangère avec l'ONU qui est là. La France va partir d'ici le mois de décembre. Il n'y aura plus que 1000 hommes en principe. Comment est-ce que l'État va avoir la capacité de maintenir et de solidifier le pays seul? Est-ce que l'État en est capable aujourd'hui? Moi, je pense que l'État en est capable. L'homme Ibeka en est capable. Parce que d'abord, il faudrait... D'abord, il va faire une organisation d'assises du Nord, très très prochainement. Et c'est là où... il y a l'armée aussi. Il y a le capitaine Sanogo, dont on n'a pas parlé, mais qui est toujours là, en embuscade, en quelque sorte. Ah, quel est le rapport entre M. Keïta et M. Sanogo? Non, mais Sanogo, c'est pas un problème pour Ibeka. Sanogo, c'est un fils du pays, en même temps. Et Ibeka l'a dit, il a dit clairement, il ne peut pas avoir deux capitaines dans un bateau. Mais Sanogo... Mais cette armée, comment est-ce qu'il va la prendre en charge? Comment est-ce qu'il va la réformer? Parce que cette armée, elle a été capable de faire tomber M. Touré, et d'un côté, elle n'est pas suffisamment puissante aujourd'hui pour stabiliser le pays. On a perdu 2 ans à la reconstruire. Mais justement, l'Union européenne est en train de former les Maliens, l'armée malienne, et qui sera quand même opérationnelle très très bientôt. Ils ont mis pas mal d'argent là-dessus. Et Sanogo n'est pas un problème. Ce que les gens pensent, Sanogo n'est pas du tout un problème. Et il va s'y plier. Il y aura un chef suprême. Le président sera le chef suprême de l'armée. Et c'est Ibeka. Et arrêtons de diaboliser Sanogo. C'est un symptôme. Sanogo, ce coup d'État, même si ce coup d'État, on peut déplorer, mais ça a été aussi quand même un éveil des consciences. On a vu pas mal de choses. Il a symbolisé, effectivement, Denec, vous confirmez, il a symbolisé un moment de flexion dans le pays. Et ça a été l'homme qui a fait tomber un système, c'est ça? Tout à fait, mais je serais loin d'être aussi optimiste que vous, monsieur, sur l'avenir de l'armée malienne, parce qu'on a quand même un vrai problème au niveau de l'armée malienne. Je vais vous donner un exemple très simple. Au cours des 10 dernières années, quelqu'un qui voulait rentrer dans l'armée, il y avait des concours, comme dans tout pays normal, on passe un concours pour rentrer dans l'armée. Ben, figurez-vous que vous pouviez réussir le concours, mais si vous ne pouviez pas payer pour obtenir votre place dans l'armée, eh ben, c'est quelqu'un qui n'avait pas réussi le concours, mais qui pouvait payer, qui devenait militaire à votre place. On a donc des troupes qui ne sont pas forcément franchement motivées, hein, pour dire le moins. Donc il y a un gros travail à faire au niveau de la reconstruction de l'armée. Hein. J'espère que les choses mises en œuvre par l'Union européenne vont fonctionner. Et puis, il y a un deuxième écueil. À mon avis, il ne faut pas faire d'angélisme. On parle des Touaregs, on parle du Nord, on parle des djihadistes. Il y a un deuxième écueil qui est énorme et qui est l'écueil sécuritaire. Le Nord du Mali a été livré depuis des années au trafic en tout genre, trafic de drogue, trafic de migrants, trafic d'armes. C'était une espèce de grande autoroute, identifiée dans le Nord, qu'on a habillée après, qu'on a réussi à mettre ensemble avec les djihadistes, etc. Mais le gros et le nœud du problème, je pense, c'était les trafics. Quand vous avez des pays avec des frontières aussi longues que celle-là, à sécuriser, le trafic, ça a rapporté beaucoup d'argent pendant ces 10 dernières années dans ces zones-là. Vous allez à Gao, aujourd'hui vous allez à Kidal, vous voyez des maisons qui font 3 étages, qui n'existaient pas avant, avec des groupes électrogènes. Il y a beaucoup d'argent qui s'est déversé sur ce trafic-là. Les trafiquants et un certain nombre de djihadistes, ils sont encore là, ils sont encore en embuscade. Et ils sont encore prêts à profiter de la moindre faille. Lorsqu'il y aura une faille, ils récupéreront cette faille-là pour essayer de... Et c'est pour ça que le gros défi de l'État aujourd'hui, de l'État malien et de la solidité de l'État malien, c'est ça, c'est de lutter, de sécuriser et de prendre effectivement des mesures. Les trafiquants, tout le monde les connaît, il suffit d'aller les arrêter. Comment M. Cissé, effectivement, appréhende-t-il le départ des forces étrangères du Mali? Vous savez, au lendemain du coup d'État, M. Cissé avait fait un diagnostic de la situation. Il a vu que l'armée malienne, en elle seule, ne pouvait pas arriver à combattre contre les djihadistes. Il avait, à son temps, sollicité l'appui de la communauté internationale, de l'Union africaine et de la CEDEAO. Je pense qu'à un certain moment, il y a eu des réticences. Mais le SAR, quand même, a donné raison à M. Cissé que l'armée malienne
bien vrai qu'il y a des volontés qui étaient là et ne pouvaient pas arriver vraiment à combattre les djihadistes. Aujourd'hui, je pense que cette armée-là doit être réorganisée. Elle a dit il y a des pratiques qui sont là qu'il faut combattre. Pour rentrer dans l'armée malienne, il faut soit avoir quelqu'un des bras longs, comme on le dit chez nous, à l'intérieur du système qui va vous pistonner, soit vous avez de l'argent pour pouvoir rentrer. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que le président Ibrahim Boubacar Keïta va combattre d'abord ce système-là, vraiment prendre des gens à la hauteur pour pouvoir faire le travail. Il y a une formation des militaires qui est en cours. Nous pensons que les jeunes soldats qui vont être formés pourront aller au front pour combattre les djihadistes. Mais il ne faut pas prendre la question sécuritaire seulement pour le nord. Même à l'intérieur de Bamako, il y a l'insécurité grandissante à l'intérieur de Bamako. Dans le sud du pays, dans la région des Cailles, à la frontière avec la Mauritanie, il y a de l'insécurité. C'est l'ensemble du territoire aujourd'hui. Mais ce que j'ai du mal à comprendre, néanmoins, c'est l'ancrage des djihadistes au Mali. On a l'impression que ça ne correspond pas du tout à l'identité de ce pays. Donc comment est-ce que vous l'expliquez ? Bon, historiquement, quand même, le Mali, ça a été... il y a eu des royaumes, il y a eu des guerres, il y a eu des conflits. Ce n'est pas une zone de paix depuis toute éternité. Alors c'est vrai que, par exemple, c'est un des rares pays où il n'y avait pas une base militaire française. Vous savez, cette spécificité qu'il n'y a pas pour la Grande-Bretagne ou autre, tout ce qui date de l'époque coloniale ou néocoloniale. Donc il y a quelque chose effectivement de nouveau. Et quand on parle de former l'armée malienne, vous voyez, le capitaine Sanogo, il a été formé aux États-Unis dans le cadre de la lutte antiterroriste. C'était un peu leur homme, il parlait anglais, il était bien, il était formé, voilà. C'est devenu, donc ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Et ce que je voudrais dire, quand vous dites il n'y a pas... C'est difficile de surveiller les frontières, à la limite, il n'y a pas de frontières. Maintenant, les djihadistes qui ont été, par l'opération Serval elle-même, au fond, certes éliminés, emprisonnés, mais repoussés en Mauritanie, au Niger, en Libye, il y a des métastases jusqu'à la Tunisie. Et donc, il y a toute cette bande depuis le Sahara du Polisario, en passant par le Nigeria de Boko Haram jusqu'à la Somalie des Tchébab, qui se trouvent concernés. Donc, il y a une extension de cette guerre un peu qui nomadise au-delà du Mali et qui risque de revenir un jour ou l'autre. On ne doit pas tarder à conclure. Deneg, est-ce que ce nouveau président et donc ce nouveau gouvernement qui va en découler va être capable de permettre au pays de ne pas retomber dans ces travers, dans tous ces travers que vous avez détaillés ce soir, la corruption, l'incapacité de répondre à ce qu'exigeaient les Maliens d'être présents? Écoutez, l'avenir le dira. Je lui souhaite bon courage en tout cas, parce que franchement, il récupère un pays qui est dans un état, dans un état très compliqué. Et franchement, il y a énormément de travail aujourd'hui. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est maintenant que les difficultés commencent, et il va vraiment falloir que le pays s'unisse pour réussir à avancer sérieusement. Et donc pour le calendrier, en principe, des législatives dans 3 mois. Oui. Et donc les Maliens qui à nouveau vont pouvoir s'exprimer et puis désigner leurs représentants pour installer cet État fort, ce Mali fort qui devrait permettre de lutter contre l'insécurité et surtout de réconcilier le Nord. Karim Yaoui nous a rejoint pour un œil sur les médias. Bonsoir Karim, je vous rejoins. Hop. Alors vous avez beaucoup nous parlé du Mali ce soir parce qu'il y a énormément de réactions et puis surtout parce que les candidats, les anciens candidats ont des Twitter, donc forcément il y a eu des photos échangées et des petits mots très gentils. Alors du côté de Soumaïla Cissé, on ne s'est pas contenté de reconnaître la victoire de son adversaire, on a même adressé ce petit message, ce petit tweet qui annonce à tout le monde qu'il est en train de se rendre, d'aller rendre visite à M. Keïta, futur président du Mali, le féliciter pour sa victoire, que Dieu bénisse le Mali, écrit-il. Et en retour, du côté du vainqueur, ce message chaleureux, quelques photos de la visite de celui qu'il appelle son jeune frère. Vive la démocratie, vive le Mali. Et il renvoie vers cette page Facebook où on retrouve des photos de cette rencontre entre les deux hommes, évidemment largement reprises par les médias traditionnels, mais qui sont d'abord apparues sur les réseaux sociaux. Alors, c'est vrai que ça semble très chaleureux, mais il n'y a pas si longtemps, le site de RFI le souligne, au lendemain du second tour, les mots
qui avait été utilisé par les deux hommes était un petit peu différent. On dénonce la fraude du côté de Cissé et du côté d'Ibeka, on parlait de mauvais perdants. Alors évidemment, il y a eu beaucoup de suspicions, effectivement. Beaucoup de suspicions, et maintenant lorsqu'on s'aperçoit que c'est aussi chaleureux, certains se posent des questions. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ce lendemain de second tour? C'est un combat qu'on mène, une élection. Est-ce qu'il y a eu des tractations aussi? C'est la question que certains se sont posées. Alors évidemment, Soumaïla Cissé a répondu à cette question, qui est d'ailleurs largement reprise, relayée sur Twitter. Je ne veux pas de poste, il faut arrêter ce consensus mou, il a gagné, laissons-le travailler. Voici sa réponse qui a été largement reprise. Donc, effectivement, M. Cissé, ne souhaite pas finalement participer à ce gouvernement? Comme vous l'avez si bien dit, il a bien dit ce matin, l'objectif, ce n'est pas de participer à un gouvernement. C'est quand même, comme il le disait, ce soit de critiquer quand il s'agit de critiquer et d'aider à avancer s'il s'agit d'aider. C'est pourquoi j'ai parlé d'une opposition forte. Je pense que M. Cissé va rentrer dans cette opposition constructive pour que le Mali puisse sortir de ce consensus mou qui n'a fait que plonger l'État. Karim, les deux hommes profitent en tous les cas d'un dénouement en douceur. Alors c'est exactement ce que vient de dire notre invité. Finalement, le perdant est aussi un petit peu en position de force. Beaucoup, ici le site de RFI le présente comme un perdant digne, un perdant finalement qui sort renforcé malgré la défaite. Et sur les réseaux sociaux, certains twittos l'en remercient. Alors évidemment, bonne chance au Mali, écrit cette jeune fille. Et puis, merci pour le parti qui a perdu, pour sa maturité. Et puis cet autre tweet de Adama qui écrit « Soumaïla Cissé transforme sa défaite en une demi-victoire ». Et puis je vais vous montrer aussi ce blog, non ça c'est plutôt le site de l'Indépendant qui explique que c'est un bel exemple à l'actif de la démocratie malienne, parce qu'évidemment le gagnant sort renforcé bien sûr, mais surtout le fait qu'il n'y ait pas un perdant qui s'accroche renforce sa légitimité. C'est une victoire sans bavure, et pour Keïta c'est aussi plutôt une belle opération. Cet article, on le retrouve aussi sur ce site internet, un bel exemple à l'actif de la démocratie malienne. Et puis je vous parlais de ce blog de Askia Mohamed qui s'appelle « Une autre vision sur le Mali ». Lui, il s'en prend à tous les oiseaux de mauvais augure qui expliquaient qu'au lendemain de ce second tour, c'était le chaos qui attendait peut-être le Mali, ceux qui n'avaient pas confiance dans ce processus électoral. Et c'est vrai qu'il y a encore 6 mois, pas grand monde ne tablait sur un succès, sur une réussite de ces élections. Il faut dire que tout ceci s'est développé en un temps très court. En 7 mois, on a chassé les islamistes et on a organisé une élection. Donc c'est vrai que cette temporalité a été relativement courte. Les médias s'intéressent principalement aux vainqueurs, non officiels pour l'instant. Non officiels pour l'instant, mais en tout cas, beaucoup s'arrêtent sur cette figure assez complexe. Le site de Rue 89 nous fait découvrir le nouveau président et 6 choses que vous ignorez sûrement sur Ibeka, notamment son surnom, l'homme qui tient toujours parole. C'est ainsi que le présentent ses partisans. On parle aussi de sa tendance à avoir une posture gaullienne, à même utiliser certaines formules du général de Gaulle. Et puis l'homme aux 2 visages, parce que sa campagne a pris 2 visages, parce que les boîtes qui sont occupées de sa communication ont fait cette affiche avec un homme en tenue occidentale pour l'honneur du Mali, et puis cet autre aspect plus traditionnel entouré d'enfants sur cette affiche qui a été réalisée par une agence qui s'est occupée aussi de la communication d'Alassane Ouattara. Alors cette complexité, on la retrouve aussi sur le site de Courrier International qui parle du caméléon au pouvoir, et il nous donne un exemple en nous expliquant que cet homme fait partie de l'Internationale socialiste, dont il a même été vice-président, et en même temps, lorsqu'il a été Premier ministre entre 1994 et 2000, il a été clairement quelqu'un qui a joué la carte du libéralisme à plein pot. Clairement, c'est un paradoxe que souligne ce site internet. Et puis, vraiment sur Ibeka, on a toujours ce point de vue. Le maître de l'équivoque, nous explique le site de l'Express. Pour l'Express, c'est un petit peu un mélange de la grandiloquence gaullienne, de la duplicité tacticienne d'un François Mitterrand et de la bonhomie vacharde d'un Edgar Faure. Et puis je vais vous montrer, pour finir, celui qui est le plus sceptique, ce journaliste
de Mediapart qui nous explique que le vieux caïman Ibeka prend les rênes du Mali. Et pour lui, le vrai tour de force dans cette histoire, c'est qu'il a réussi à faire croire qu'il était l'homme du renouveau, donc plutôt du scepticisme. Et puis évidemment, tout le monde se tourne maintenant vers l'avenir, et notamment ce site internet maliweb.net, redresser le Mali, la rude mission qui attend le président, le futur président Keïta. Et dont nous avons beaucoup parlé ce soir dans ce débat. Merci beaucoup Karim pour un œil sur les médias. Merci à vous d'avoir suivi ce débat donc consacré au Mali et à tous ces défis qui attendent le président Keïta, qui a donc été élu après ce scrutin très très attendu par les Maliens, mais aussi par la communauté internationale. Et les défis, on l'a développé ce soir, vont être très importants pour lui. Vous restez avec nous sur France 24 et puis on se retrouve demain.